Bonjour à tous, on va commencer, hein, puisque priorité à ceux qui sont arrivés à l'heure. Je m'assieds, vous me dites si vous voyez plus ce qu'il y a derrière. De toute façon, là, je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui comprennent, sans vouloir mépriser. Voilà. Écoutez, je vais d'abord vous présenter les intervenants, mais vous savez très bien qui est là. Nous allons avoir une pensée positive, ce qui est chez les journalistes souvent miraculeux, parce que c'est vrai qu'on nous reproche souvent à nous journalistes de ne parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure ou des catastrophes, etc., et de ne plus parler des choses lorsque elles sont constructives. Là, nous allons essentiellement parler de choses constructives, de démarches constructives, avec d'abord Ségolène Alémandou, qui est rédactrice en chef France Média Monde, en charge de la plateforme, alors on dit Enter ou Enter, qui a été lancée en mai dernier. Elle va vous en parler. Gwenaëlle, alors comment est-ce qu'on dit? Moi, je crois que j'ai la table ronde la plus difficile parce qu'il n'y a que des noms étrangers et qui se prononcent jamais comme on dit. De Kegeler. De Kegeler. J'ai plus de voix, je m'excuse déjà à l'avance. Voilà. Qui est journaliste à la RTBF, donc la radio-télévision belge francophone. Anna Lundqvist, qui est journaliste à Journalisten, qui est le journal de la Fédération des journalistes suédois. Et Gilles van der Porten, c'est comme ça aussi qu'on dit? Ok, qui est directeur de Reporters d'Espoir. C'est vrai que souvent, on a tendance, nous, journalistes, à ne parler que ce soit du climat, mais pas seulement, que des choses qui vont mal. Et c'est vrai que souvent, sur le climat, bien quand il y a une tempête, des inondations, etc., on en parle beaucoup. Mais par expérience, je sais qu'il a été extrêmement difficile dans la maison dans laquelle j'étais, qui est France Télévisions, de proposer et que ce soit accepté une émission autour de l'environnement. Pendant des années et des années, on en parlait dans le journal, mais il n'y avait pas d'émission autour de l'environnement. Alors maintenant, il y en a une sur France 5, mais voilà, ou alors de façon très spectaculaire ou anecdotique. Et nous sommes une majorité de femmes autour de ce panel, donc nous allons laisser d'abord la parole à l'homme. Pourquoi? Bien parce que Reporters d'Espoir a fait une étude sur la façon dont les médias traitaient le réchauffement climatique, puisque c'est pas le climat en général, mais plus particulièrement le réchauffement. Et donc je vais vous laisser la parole quelques minutes, pas trop, pour qu'on ait le temps aussi de débattre avec vous sur toutes ces initiatives, voire autres choses, jusqu'à la fin de cet atelier. Voilà, Gilles, vous avez la parole. Très bien, merci Véronique. On se donne combien de 5 minutes? 5 minutes, c'est bien, 5 minutes, oui. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand même un peu, puisqu'on a réalisé cette étude, oui, pour faire l'état des lieux, puisqu'on dit que les médias ne se sont pas emparés du changement, enfin, de la question climatique ou insuffisamment. Donc on a voulu se rendre compte, en faisant quelques carottages, ce que ça pouvait représenter. Alors, pardon. C'est tactile hein, aussi. Donc, peut-être oui, ah ouais, oui. Peut-être que pour changer les pages. Vous voyez, c'est tactile. Mais... non. C'est bon. Allez, mais là, on va pas. Donc en fait, oui, on s'est intéressé média par média. Donc sur les journaux télévisés, par exemple, on a examiné sur un périmètre d'1 mois, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, c'est un échantillonnage. On a regardé ce que représentait déjà l'environnement dans les JT de 20h de TF1 et France 2. Donc l'année dernière... Alors là, on a regardé sur l'évolution entre 2010 et 2019. Qu'est-ce qui en 10 ans, quelle est la part des sujets dédiés à l'environnement? On a mesuré qu'elle était passée de 5% à 12% sur France 2, 17% sur TF1. Ça, c'est sur les sujets environnementaux globalement. Et on a regardé ce qui concernait le climat. Donc, on a vraiment regardé tous les sujets sur cette période. C'est la même période pris il y a 10 années d'écart.
Et on s'est aperçu que le changement climatique était quasiment absent en fait. Il y a 10 ans, c'était pas une thématique qui transparaissait dans les JT. Donc on a quand même beaucoup progressé sur l'environnement, oui, de 5 à 17% sur TF1. Et sur le climat, on a sensiblement progressé. Alors, je prends des pincettes parce que cette étude, quand même, vous voyez, porte sur des données de 2019. Il s'est passé quand même beaucoup de choses avec les mouvements de jeunesse pour le climat qui font qu'il faudrait refaire cette étude avec les données 2020 et 2021. Mais vous voyez, on s'est amusé à dénombrer à peu près 500 sujets par JT sur cette période. C'est les JT de 20 heures, hein, donc c'est pour ça que ça fait que 500 sujets par chaîne. Et on s'est dit, tiens, il y en a 78 qui ont trait à l'environnement, dont 4 qui évoquent la question climatique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le journalisme constructif, donc les sujets qui ne nous laissent pas sur un constat d'échec ou de constat qu'il y a une catastrophe en cours, que voilà, il y a un problème. On regarde aussi les sujets qui évoquent des issues possibles. Et c'est là où, vous voyez, dont un sujet de manière constructive. Donc, on est entre 20 et 25% de sujets qu'on a qualifiés de constructifs dans ce sens-là. Et ce qui en représente un. Oui, voilà, sur cette période, c'est 1. Et vous voyez, c'est pas mon ordi, je ne sais pas ce qui se passe. Vous voyez, les sujets en question, c'est des sujets qui se rapportent, j'écrivais, à l'autonomie des individus. Oui, il y avait un sujet de TF1 sur l'habitat passif, autonomie énergétique, et un sur l'agriculture, l'adaptation de quelques agriculteurs qui se reconvertissaient en fait dans une agriculture raisonnée, voire bio. Donc c'était quand même très orienté consommation en fait, et comment on peut intégrer dans notre vie de tous les jours. Donc très, très pratique, presque serviciel. On s'intéresse aussi aux sujets qui font référence au climat. C'est le cas de ce premier sujet sur la maison passive, voire positive en énergie, où il y avait à la fois une approche macro sur ce que représentent les émissions de CO2 liées à notre consommation énergétique de l'habitat, et très concrètement, une famille qui est passée à l'habitat passif ou positif, qu'est-ce que ça représente sur sa facture d'électricité. Donc on a à la fois le macro, le micro, et une solution possible, une réponse possible. En revanche, sur un sujet qui aurait pu faire référence au climat et qui ne l'a pas fait, qui portait sur l'huile de palme, qui évoquait la déforestation, mais à aucun moment il recontextualisait l'enjeu climatique. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien d'ailleurs, hein, mais nous on s'intéressait vraiment à quel moment est traité et recontextualiser le sujet dans l'optique climatique. En résumé, oui, si on regarde, on s'est intéressé aux chaînes généralistes, aux JT, aux chaînes d'infos en continu. Bon, il se trouve que les chaînes d'infos en continu produisent beaucoup plus de sujets. Donc la thématique climatique ressort davantage en proportion. Mais ça ne veut pas dire qu'en volume horaire, elle est supérieure. Et ça ne présage en rien de la qualité des sujets ou de leur exhaustivité. C'était juste pour... Sur les sujets, sur justement les chaînes d'infos en continu, là, le pourcentage, c'est pas pour les sujets constructifs. Non. C'est ceux qui évoquent... D'accord, juste l'évocation. L'évocation du changement, du dérèglement. Enfin, on avait tout un tas d'expressions qu'on a testées, qu'on essaie d'identifier dans tous ces sujets. Sur la radio, et je vais faire plus vite, oui, on a regardé dans les tranches d'infos, celles de 8h à 8h10, 8h15, qui constituent des rendez-vous importants à la radio. On s'est aperçu, voilà, dans des flash infos, entre guillemets, de 10 à 15 minutes, voilà ce qui transparaissait. Quelqu'un a dit hier soir d'ailleurs que RMC était hors du scope sur une autre étude. On l'a confirmé en regardant simplement, je veux dire, l'actualité, les moments d'actu de l'actu du jour. Par contre, quand on regarde les chroniques, il existe des chroniques. Il en existe beaucoup sur France Inter. Il en existe sur RTL. Donc, vous voyez, la chronique, la minute verte, la moitié des sujets évoquent la dimension climatique. Donc voilà, il se passe des choses. C'est pas parce qu'il ne se passe rien dans les tranches d'infos qu'il se passe rien à la radio. Et c'est vrai qu'on a vu la multiplication de ce genre de chroniques. Et c'était fait à la même période que le sondage sur oui, sur une période d'1 mois.
Et la même donc période. ils avaient à traiter les mêmes événements. Oui. Voilà, il n'y a peut-être pas eu d'événements gravissimes, mais ils les auraient Non, traités quand même. Oui. Oui, alors il y a des chroniques qui sont assez décorrélées de l'actualité. Vous prenez l'esprit d'initiative. En général, c'est pas lié à des questions d'actualité chaude. Donc voilà quelques infos sur la radio. Et sur la presse écrite, vous voyez, là, on a regardé, alors, sur 10 ans, cette fois-ci, l'évolution. Vous voyez, ça ne fait que confirmer ce qu'on sait déjà. Hein, il y a eu un pic. Il y a eu un pic en 2015 au moment de la COP 21, puisqu'elle se passait, elle se passait chez nous, en France. On voit que Le Monde, quand même, à 5% de ces sujets qui évoquent le climat, c'est quand même conséquent. En tout cas, c'est la meilleure performance de nos quotidiens nationaux. Quand on regarde la PQR, on voit la même tendance, mais avec des proportions bien moindres. Alors d'ailleurs, je me suis fait engueuler par certains titres de PQR qui n'acceptaient pas ce graphe. Ouest France, par exemple, que c'est incroyable que Ouest France, qui est autant concerné par l'agriculture, notamment. En proportion, ça paraît faible, mais en réalité, en volume d'articles produits, en nombre d'articles produits, ce sont les meilleurs. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est oui, on produit tellement d'articles que la part dédiée, la part des articles qui évoquent le climat est moindre. D'accord. Bon, après, voilà, ce sont des proportions. Après, oui, ça plaît pas beaucoup. Parce qu'on s'est permis de classer les titres sur des données statistiques. Mais on voit que Ouest France est le premier quand même titre de PQR en volume, en nombre d'articles produits, Libération en PQN, et l'AFP qui produit énormément de dépêches sur le sujet arrive en tête. Voilà, sur la tonalité en fait. Ça, on revient à ce qui nous intéresse à Reporters d'Espoir, c'est les angles constructifs. Vous voyez que la presse quotidienne régionale est nettement plus constructive, entre guillemets, que la nationale. Et on s'aperçoit que la part des sujets dédiés à des initiatives concrètes dans lesquelles les gens peuvent se projeter, elle est de 37% versus 24% dans la presse nationale. Vous voyez, c'est toujours sur la même période d'un mois, sur à peu près 700 articles. Sur la tonalité de ces sujets. Donc ça confirme peut-être la plus grande proximité de la presse régionale vis-à-vis des initiatives locales. Oui, on a quelques sujets justement qui étaient jugés constructifs entre guillemets, parce qu'orientés vers l'action, la prise d'initiative, des exemples concrets, que ce soit de l'aquaponie, de la reconversion en bio dans une laiterie ou la plantation, la reforestation. Voilà des sujets très concrets en fait. Et qui n'éludent pas le fait qu'il y a un problème. Donc nous, ce qu'on cherchait, c'était vraiment les contenus problèmes plus solutions. Voilà, ça c'est la base, mais je ne vais pas vous abreuver de plus de statistiques, mais c'est la base de notre réflexion en fait, de dire on fait l'état des lieux pour après faire autre chose, pour après interroger les bonnes pratiques de tous ces journalistes. Donc on a interviewé une vingtaine de journalistes pour faire pour diffuser les bonnes pratiques, puisqu'on dit qu'on évalue la part des journalistes traitant du climat aujourd'hui à 1% de la profession, comme c'est un sujet qui va irriguer a priori toutes les sphères de la société, donc quasiment toutes les rubriques, potentiellement. On se disait que c'était intéressant de diffuser les pratiques des confrères et des consoeurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Dans mon émission qui portait sur l'Union européenne, c'était ce que je faisais, c'était ce qu'on appelle en français du benchmarking, et qui est quand même la meilleure solution pour partager les bonnes pratiques et montrer ce qui se fait à l'étranger. Et c'est ce que nous allons faire, en commençant par Anna, qui est journaliste, bien sûr, qui est suédoise et qui observe les médias en Suède, et qui va nous parler d'une sorte de... Je crois que ça va marcher tout seul. On va voir. Oui. Ça marche ? Oui. D'une sorte d'ovni
un petit journal qui a été précurseur et qui commence à entraîner derrière lui dans ces pratiques qu'on peut appeler bonnes ou pas. On pourra en discuter. Voilà, vous allez nous raconter cette expérience avec un français magnifique. On va voir. Hier, je n'ai pas trouvé les mots. Ça va, vous m'entendez? Oui. Oui. Globalement, il se passe beaucoup de choses dans le journalisme climatique en Suède. Mais je vais donc me concentrer sur ce journal. Pas celui-là. Ça, c'est le site d'enfants du journal. Donc, c'est pas le journal, mais on peut le garder là. Il s'appelle Dagens etc. Il n'a que 7 ans, mais il appartient à une maison d'édition plus large et plus vieille, qui s'appelle ETC, tout court. C'est un journal de 13 000 abonnés, donc il n'est pas très grand, mais il se fait souvent parler dans les grands médias à cause de ses enquêtes, investigations, etc. Donc il marque le débat. Il fait beaucoup de choses. D'abord du journalisme, bien sûr. C'est une petite rédaction, mais malgré ça, ils ont trois reporters dédiés complètement au climat et qui font 20% des pages du journal par semaine. C'est un hebdomadaire? Non, c'est un journal. C'est un quotidien. Oui, pardon. Un quotidien. Et qui est diffusé sur toute la Suède ou... Oui. Et en ligne, évidemment. Non, c'est pas l'autre lien en fait. Mais une des choses qu'ils ont fait récemment, c'est ce site qui donc est dédié aux enfants, qui s'appelle Sauvons la planète. C'est une des beaucoup d'initiatives qu'ils font. Il y a 2 journalistes qui travaillent avec ça et un groupe d'enfants. Enfin, il y a des enfants qui contribuent. C'est une façon de faire ça. Vous savez, des enfants et de faire un lien avec leur famille, leurs grands-parents peut-être. Ils voient ça comme quelque chose d'important. Autre chose que ce journal fait, ils ne prennent jamais l'avion pour voyager dans le travail, sauf c'est loin à l'étranger. Dans ce cas-là, ils essayent de compenser en achetant des panneaux solaires. Voilà. Ils les achètent, mais ils les mettent où? Dans ce cas-là, je ne suis pas sûre, mais ils ont aussi des panneaux solaires propres. Enfin, que la maison de mère construit des panneaux solaires qui sont en Suède. Donc, et ça peut paraître bizarre, mais il y a autant de soleil en Suède pour produire 4 fois le besoin d'énergie du journal, en fait. Les employés ont droit à 2 jours supplémentaires de congé s'ils ne prennent pas l'avion pendant les vacances. C'est une mesure originale, mais qui semble appréciée par les employés. Et qui vérifie comment que les... Comment est-ce qu'on peut vérifier? Je pense qu'on fait confiance. C'est Suède, c'est une maison. Je disais que sa ligne politique, elle est rouge-verte. Enfin, sa ligne éditoriale. Et je pense qu'on peut faire confiance dans ce cas-là. Et en fait, tout le monde ne prend pas ces jours de vacances, mais une majorité des employés l'apprécient et le fait, apparemment. La chose qui a fait le plus de rubriques, c'est peut-être quand ils ont décidé, il y a 2 ans, d'arrêter de publier des pubs des entreprises fossiles, enfin des voyages d'avion, des voitures, etc. Ils disent eux-mêmes qu'ils étaient premiers au monde de faire ça. Je n'ai pas pu vérifier, mais je n'ai pas non plus trouvé quelqu'un d'autre qui a été précurseur. Et dans ces qui sont liés aux énergies fossiles ou qui vendent des énergies, parce que n'importe quel produit utilise de l'énergie, oui, donc bien sûr. Rapidement, je pense que
c'est surtout les avions, les voitures, tout ça, ce qui est évident, mais je pense que c'est une question du cas au cas, enfin, du cas par cas. Du cas par cas, voilà. Mais qui sont assez stricts quand même. Le rédacteur en chef, qui s'appelle Andreas Gustafsson, il dit qu'il regrette seulement de ne pas avoir pris cette décision plus tôt. Les lecteurs l'apprécient. On a augmenté ses abonnements de 40% depuis cette décision. Et en même temps, le revenu de pub a baissé de 20%. Donc, ouais, c'est ce qu'on pense un peu. Et il dit que si nous n'avions pas pris cette décision, nos lecteurs l'auraient prise à notre place. Et on l'a fait donc pour commencer un débat, surtout, pour former l'opinion aussi. Et comme tu disais, ça a effectivement mis de la pression sur le PQN le plus grand, notre monde en Suède, qui s'appelle Dagens Nyheter. Lui, là, on pourrait peut-être montrer l'autre site. Dagens Nyheter, donc bon, voilà. Ils font beaucoup de choses depuis quelques années dans le domaine climatique. Ils ont un rédacteur de culture et un rédacteur en chef maintenant qui sont très engagés, qui disent qu'ils regrettent de ne pas avoir pris cette pas avant. Là, par exemple, c'est un site avec toutes les... Si on descend un peu, on peut voir, il y a tous les chiffres actuels des niveaux de tout, CO2, ouais, vous voyez la mer, etc. Et là, on compte 8 ans, 92 journées, quand il faut arrêter les émissions complètement. Donc, ce journal a fait beaucoup de choses. Et donc, quand ce petit journal, etc., ils ont fait un défi à DN et ils disent mais vous faites ça, comment vous pouvez en même temps vendre de la place aux avions, aux voitures, etc. C'est une dissonance cognitive, on a dit. Et ça a un peu marché parce que cette année, Dagens Nyheter a pris une nouvelle politique publicitaire. Ils n'arrêtent pas de faire la pub pour des voyages d'avion, mais on limite leur place. Donc, ils ne peuvent plus avoir la une. Ils ne peuvent plus faire de take-over du site. Donc, c'est une limitation. Enfin, c'est une... on n'est pas prêt à prendre le pas à les interdire complètement parce que, bon, je pense que ça serait un coût économique trop difficile peut-être, enfin trop dur. Et aussi le rédacteur en chef qui est libéral, il tient beaucoup à la liberté d'expression et la pub, c'est aussi, ça fait aussi partie de cette liberté, donc il faut pas limiter la place trop. Bon, c'est intéressant, je trouve, comme débat. Je peux m'arrêter là, si vous voulez. Oui, on pourra ensuite répondre à vos questions. Et bien évidemment, nous descendons un peu vers le nord pour aller jusqu'en Belgique, en espérant que Gwenaëlle, qui n'est pas du tout un prénom belge dans mon souvenir. Ah non, c'est breton. Voilà, oui. Mais j'ai aucun lien avec la Bretagne. D'accord, ok. Juste des parents qui aimaient ce prénom. Parfait. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous gérez une cellule de coordination autour de l'environnement à la RTBF et vous faites également des chroniques, enfin il y a des chroniques, il y a des émissions, il y a des documentaires, voilà, pas seulement sur, vous occupez pas seulement du fond mais aussi de la forme. Alors vous allez, j'espère, mettez-le très proche de vous, comme ça, de toi. Et... Désolée déjà, c'est compliqué, mais voilà, je vais y aller. Donc la RTBF, pour resituer, c'est la télévision publique belge francophone. On a forcément un terrain de jeu un peu restreint par rapport au vôtre, mais on alimente quand même 3 chaînes TV et 4 radios. On a des rendez-vous dédiés à l'environnement, principalement en télévision, qui existent depuis plusieurs années, certains qui sont plus récents, et certains qui ne sont pas très bien exposés, il faut le dire. Et puis de plus en plus des émissions qui traitent d'environnement
au milieu de leur contenu. Enfin, c'est ce dont on parlait là, dans leur sujet, au JT. Il y a de plus en plus d'initiatives dédiées à l'environnement. Et dans les journaux télévisés, on remarque vraiment un switch, justement, par rapport à ce que tu disais, au niveau du journalisme constructif. Donc, on essaye toujours d'avoir cette vision beaucoup plus constructive. Mais on m'a demandé, je ne sais pas d'où ça sortait ça, on m'a demandé de lancer cette cellule de coordination éditoriale sur l'environnement parce que toutes ces initiatives qui sont prises au sein de la RTBF, elles manquent vraiment de visibilité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas une page web dédiée à l'environnement comme ce qu'on a pu voir là en Suède. Et on a plein de choses qui se font à gauche, à droite, mais ça manque de synergie. Et donc, l'idée, c'est de regrouper tous les acteurs au sein de la RTBF qui traitent d'environnement autour de cette thématique-là, pour créer une émulation positive, aussi pour s'accorder sur les lignes, parce que parfois, on remarque que les injonctions contradictoires, en fait, elles ne sont pas juste avec la publicité. C'est aussi en relayant certaines brèves comme ça, très simplement. Enfin, on voit que ce n'est pas du tout mis en perspective, que ça se contredit, que les lignes éditoriales sont un peu compliquées. Tu aurais un exemple en tête ? On voyait l'AFP. Je n'ai pas du tout envie d'incriminer l'AFP, mais par exemple, aujourd'hui, à la RTBF, le seul endroit où on a une partie dédiée à l'environnement, ça se trouve dans un sous-onglet qu'on doit aller chercher et qui relaie en fait uniquement des brèves AFP qui sont très chouettes et qui correspondent un peu à ce qu'on disait hier aussi sur l'infotainment. C'est-à-dire qu'on va trouver une petite info positive sur l'environnement, il y a un petit truc chouette qui se fait là, mais c'est jamais mis en perspective, on n'a jamais un dossier un peu plus complet, on ne va jamais décrypter l'info complètement, c'est vraiment une info, pour moi, machine à café, qui vaut ce qu'elle vaut et voilà, qui manque de fond, en fait, si on a envie de comprendre réellement les enjeux. Et donc l'idée, en rassemblant tous les acteurs autour de la table, c'est vraiment de pouvoir faire émerger une plateforme sur laquelle on pourrait venir chercher cette info scientifique, environnementale complète. On pourrait décrypter beaucoup plus clairement les enjeux et pas juste en mettant en avant une initiative constructive qui se fait à tel endroit ou à tel endroit, que ce soit vraiment un espace pour que le public puisse venir chercher cette information, là où aujourd'hui, très clairement, dans ce qui était dit hier aussi, je pense que ça se vérifie, quand on a envie d'avoir une information vulgarisée sur le thème de l'environnement, on va plutôt aller sur YouTube, chercher des gens qui vont se focaliser sur un seul et même contenu. Et donc, pourquoi ne pas profiter de toutes les forces qui sont en présence à la RTBF pour pouvoir lancer quelque chose de beaucoup plus complet et aller rechercher l'information là-bas. Parallèlement à ça, il y a aussi une réflexion qui est menée sur la production éco-responsable et pas que la production éco-responsable. La RTBF, c'est un groupe de plus de 1000 personnes, donc forcément, comme tout grand groupe, on a aussi un impact. Alors comment on peut... ça dépasse le cadre pur du journalisme. Mais donc comment on peut, nous, aller alerter sur des sujets aussi compliqués, aller parler de la vie sur Terre qui est menacée, sans pouvoir faire preuve de transparence par rapport à notre impact en tant que groupe. Donc cette réflexion-là, elle est en cours aussi. Et au niveau de la production éco-responsable, je sais que vous avez ici en France une charte éco-prod. J'imagine que vous connaissez cette charte-là, mais il y a plusieurs grandes chaînes qui ont signé cette charte, qui sont même partenaires particuliers. En Belgique, on n'a pas ça. On n'a pas un espèce d'accord comme ça entre les différentes chaînes. Et donc, un documentaire... Il y a un CSA pourtant en Belgique. Oui, il y a un CSA. Parce que cette charte, elle vient du CSA, hein, si j'ai bon souvenir. Ah. Oui, il y a des signatures entre l'audiovisuel et le CSA sur des chartes, comme par exemple sur les handicapés, sur les dom-tom et sur l'environnement. Vous me l'apprenez. Donc je ne savais pas que ça venait du CSA, mais en effet, il y a un organe comme celui-là en Belgique. Mais donc ça n'existe pas. Il n'y a pas de coordination sur ces sujets-là. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Ce qui est assez chouette, c'est de voir que, en fait, partout dans la boîte, il y a des initiatives qui se créent. C'est juste là maintenant, ce qu'il faut, c'est se mettre ensemble et rassembler toutes ces petites forces pour avancer et pouvoir proposer quelque chose de cohérent et transparent. Et vous êtes nombreux dans la cellule ?
Pas du tout. Non, alors ça c'est compliqué aussi. Tu es toute seule? Non mais c'est très bien que tu me poses cette question. Non, alors je suis censée être à mi-temps dans cette cellule-là, mais j'ai déjà un temps plein d'activités par ailleurs. Et on est, disons, un équivalent de 2 temps pleins sur cette cellule. On est tous occupés un peu ailleurs et donc c'est vraiment une cellule qui fonctionne aussi sur l'engagement et la bonne volonté et l'envie de faire émerger quelque chose. Mais ça me permet d'introduire aussi le fait qu'à l'heure actuelle, à la RTBF, et je pense, dans ce que j'entendais hier dans les discussions aussi, c'est un peu le cas partout, mais il y a beaucoup de monde qui a très très envie de s'engager et au final, il y a très peu de moyens qui sont mis en œuvre à l'heure actuelle. Donc, est-ce qu'on ne peut pas appeler ça du greenwashing ? Non, je crois pas, parce que moi je me bats contre ça. J'ai pas du tout envie que ce soit du greenwashing. Voilà, exactement. Et donc c'est aussi l'idée de pouvoir être transparent en tant que groupe, c'est ça aussi en fait, c'est de pas juste se contenter de donner des informations, mais de pouvoir aussi montrer cette transparence pour éviter le greenwashing. Et parce que j'ai connu des années durant des journalistes qui proposaient des émissions autour de l'environnement en alertant, en disant que c'était très important. Qui vraiment se confrontaient à une opposition systématique des différentes présidences. Et puis tout d'un coup, notamment avec la COP21, avec Greta Thunberg, etc., ils ont dit « Ah, c'est tendance !» Et donc, on commence à s'agiter autour du sujet, mais en fait, on ne met pas les moyens derrière. Donc, est-ce que c'est vraiment suffisant ? Je ne sais Parce que ça coûte cher, surtout si on prend le train pour aller loin, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si c'est suffisant. Et je pense que là, on peut aussi avoir un débat entre les médias linéaires et le non-linéaire. Je pense que mettre au point une plateforme web sur base de contenu qu'on a déjà dans la RTBF, et donc, ce n'est pas énormément de moyens supplémentaires, je crois, et où on peut aller rechercher soi-même ce contenu-là. Voilà, enfin, je pense qu'il y a moyen de le faire sans que ça coûte énormément d'argent. Mais il y a beaucoup de gens à convaincre, en effet, quoi. Et donc, tu fais une conférence de rédaction périodique pour essayer que les sujets ne se juxtaposent pas, ne doublonnent pas entre toutes les émissions. Ça commence, là, cet aspect-là. On ne parle pas juste d'infos. Il y a des représentants pour les émissions de divertissement, les magazines, la culture. Et ce qu'on fait, c'est que tous les mois, on a une discussion. Voilà, qu'est-ce que vous faites, vous, sur l'environnement à ce moment-là ? Mais bon, là, on en est au stade de présentation de la cellule et de vers où on veut aller, quoi. On n'a pas encore... Ça a commencé quand ? Ici, en septembre. Ah oui, c'est tout neuf. Non, moi, je travaille dessus depuis quelques mois, mais le fait de rassembler tous ces gens autour de la table, c'est récent. D'accord. Merci. Bon, alors, on reviendra dessus avec, bien sûr, vos questions. Ségolène, tu es en charge de Enter. Alors, Enter, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, à France Média Monde. Et là, on passe sur une expérience qui n'est plus nationale, comme en Suède ou comme en Belgique, mais qui est européenne. Oui. Et donc, Enter, déjà... Alors, vous pouvez regarder sur votre écran, on vous propose le trailer, parce que c'est vrai qu'on a été lancé en mai, donc peu de gens nous connaissent. Enter, c'est, en quelques mots, c'est la jeunesse européenne qui s'adresse à la jeunesse. Et on est présent dans 5 pays et en 6 langues. Les 5 pays sont l'Allemagne, la France, le Portugal, la Pologne et la Roumanie. Donc, et on a été lancé donc en mai et on a été pensé et construit pendant la pandémie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a eu, dans ce brainstorming pour lancer ce média, on a tenu compte des prises de conscience qu'il y a eu pendant la pandémie, qui sont l'information anxiogène et le ras-le-bol des Français vis-à-vis de ça, et surtout de la jeunesse. Ensuite, il y a eu aussi une prise de conscience sur tout ce qui touche à cet excès donc, de l'information qui touche autour de la pandémie. Et il y avait aussi cette absence de lien. Donc Enter a été créé dans l'idée de créer du lien et d'apporter des solutions en mettant en avant les initiatives des jeunes. Donc cette jeunesse, c'est 18-34 ans. Et donc pas forcément autour du climat, mais
beaucoup quand même, puisqu'en fait, on s'aperçoit que cette jeunesse qui est la force vive, qui ne tient plus forcément compte de ses aînés, a beaucoup d'initiatives. Et donc, on propose toutes les semaines des thématiques différentes. Donc, évidemment, il y a beaucoup de thématiques qui sont liées au climat. Je pense à la déforestation, à la réduction de déchets, à la mobilité en Europe, où le train est en train de prendre le pas sur l'avion. Donc voilà, et le challenge d'Hunter dans tout ça, à l'échelle européenne, c'est de créer du lien entre ces jeunes qui ont créé ces initiatives. Donc là, par exemple, c'est Gareth, un jeune Irlandais qui est en train qui s'est lancé le défi de replanter 1 million d'arbres primaires dans son pays. On a aussi des jeunes françaises qui sont en train de se balader dans le sud de la France avec leur petite camionnette pour lutter contre la réduction des déchets et créer une conserverie mobile. Lutter contre la réduction des déchets, tu veux dire lutter pour la réduction lutter pour la réduction des déchets, pardon. Et en fait, toutes ces initiatives qu'on publie, qu'on adapte dans les autres langues, on a envie de créer du lien entre ces jeunes. On a envie que les jeunes filles de Montpellier donnent envie peut-être à des Allemandes ou des Roumaines ou des Polonais de se dire « Ah bah moi aussi je peux faire ça, moi aussi je veux faire ça ». Et de créer cette dynamique pour aussi recréer du lien qui a été perdu pendant ces derniers mois. Donc voilà, c'est dans tout cet esprit de solutions qu'on s'est lancé. Et voilà, donc je vous invite à venir voir Hunter parce que voilà, on est tout neuf. Alors les partenaires, c'est qui ? Alors, en fait, on est porté par France Média Monde, donc France 24 et RFI, et la Deutsche Welle, c'est les deux piliers du projet. Et ensuite, donc, on est en total un consortium de 10 médias. Et donc, il y a la RTP qui soutient l'équipe Hunter au Portugal, Onet en Pologne, et RFI Roumania et G4 Media en Roumanie aussi. Voilà. Et vous partagez les reportages parce qu'il faut pouvoir avoir l'argent pour les faire. Donc la première question, c'est est-ce que vous partagez déjà vos reportages ? L'idée, alors il y a plusieurs pistes de format, puisqu'on essaye aussi d'être innovant en termes de storytelling, puisqu'aujourd'hui la jeunesse, elle se détourne aussi des médias traditionnels. Donc on va d'ailleurs les chercher uniquement sur les réseaux sociaux, puisqu'on est présent uniquement sur les réseaux sociaux. Et donc on a la possibilité d'adapter, par exemple, le reportage des Roumains qui vont nous parler de quatre collégiens qui ont lancé une campagne pour collecter des déchets dans la forêt à Bucarest, dans la banlieue de Bucarest. Donc ça, on peut l'adapter, mais aussi on peut également créer des contenus communs. Je pense notamment à un format qu'on appelle cross-border, où on identifie un problème dans un pays, on propose une solution dans un autre pays. Donc voilà, c'est Camille, notre journaliste reporter, qui s'est chargée de ce reportage-là. Donc elle l'a fait avec un binôme en Irlande, un binôme en Allemagne. Et l'idée, voilà, c'est effectivement de créer ce lien-là et de montrer la dynamique de cette jeunesse qui a plein d'idées quand même. Et le financement se fait comment ? Alors, on a décroché une bourse auprès de la Commission européenne. Un appel d'offres ? Oui, une bourse sur 1 an qui est renouvelable. Et, combien ? Chaque média... alors, en termes de chiffres, je ne préfère pas me prononcer. D'accord. Et après, il y a France Média Monde, Deutsche Welle qui apportent aussi leur propre financement. Voilà. Je crois que le budget de la Commission européenne équivaut à 70% du budget total. Et après, chaque média est venu apporter les 30% complémentaires. Alors, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus d'appels d'offres de la part de la Commission européenne pour aider les médias à parler de certains sujets. Et ça représente beaucoup d'argent qui est distribué un peu partout en Europe sur
vis-à-vis des médias pour permettre qu'ils soient en capacité financière de faire ce qu'ils ont envie de faire sur certains sujets. Oui. Et essayer de travailler autrement aussi, d'innover dans la construction des sujets, de s'adresser autrement à leur audience. Et c'est vrai qu'on fonctionne, nous, à notre petite équipe, on est 5 au total, on fonctionne comme un lab. Et dans l'idéal, les formats qui pourront être validés peuvent être repris sur le linéaire et sur les médias amiraux. Donc, il y a aussi cet échange. On essaye de traiter l'information différemment. C'est aussi un choix des médias de cette prise de conscience, de se dire on doit aller chercher cette jeunesse qui ne nous regarde pas. Donc voilà, et comme France Média Monde est assez présent sur tout ce qui est réseaux sociaux, c'est vrai que c'est une belle opportunité de pouvoir faire ça. Et c'est pas trop compliqué de travailler ensemble, parce que pour l'avoir fait, je sais que notamment à la télévision, on ne travaille pas du tout comme les télévisions des pays de l'Est, par exemple, ou comme la RAI. On n'a pas du tout la même façon d'aborder les choses, ou même comme les Anglais. On est très proche des Allemands, par exemple, dans le mode de traitement. Et parfois, reprendre des sujets qui ont été faits par... je mets le doigt peut-être sur quelque chose. Non, mais c'est un vrai challenge. En fait, c'est un projet collaboratif. Donc, il faut apprendre à travailler avec des collègues qui, effectivement, travaillent différemment. Donc, on est déjà parti dans l'idée de travailler en convergeant vers des thématiques communes. Et après, l'idée, c'est d'apporter des perspectives différentes d'un pays à un autre. Mais effectivement, les méthodes de travail sont différentes. Et en plus, on ne s'est toujours pas rencontrés. On va se rencontrer le mois prochain pour la première fois. Donc, il y a vraiment ce challenge de... On va peut-être... En avion ? Non, on va à Strasbourg, donc on va... ça va, ce sera en train. On se retrouve tous à Strasbourg, et je pense qu'on espère beaucoup apprendre de leur façon de travailler là-bas, et qu'il y ait des échanges à ce niveau-là pour mieux comprendre comment ils fonctionnent. Vous devriez travailler avec la RTBF, parce que là, on travaille vraiment pareil. On a vraiment les mêmes façons d'envisager les reportages, les enquêtes. Et puis la RTBF fait des choses formidables en termes de télévision. Mais je ne connaissais pas Hunter, et donc je suis ravie de... Et ben voilà, ça y est, on va les marier. C'est tout nouveau. Non, je serais très heureuse d'aller présenter ça, parce que justement, on a ce public nouvelle génération qu'on doit intéresser à ces sujets-là. Et je sais que parmi les gens qui affichent un grand intérêt mais ont du mal à le traduire sur leur grille ou dans des médias adaptés, voilà, en fait, ça, c'est un projet qui peut tout à fait correspondre, quoi. Oui, c'est vrai. Nous, on a choisi de casser quelques codes, et notamment de s'affranchir de l'institutionnel. Vous ne verrez pas de discours politique dans nos contenus. C'est vraiment cette plateforme de jeunesse qui a des idées, qui écoute, qui échange, et de les mettre en avant, parce que voilà, moi je suis à chaque fois épatée. On a un module qui s'appelle Changemaker, je m'engage, où ils sont force de proposition assez incroyable, et je suis pas sûre qu'à leur âge j'avais la maturité pour faire ce genre de choses. Donc oui, il y a cette idée de plateforme où on va être amené à beaucoup échanger, et je pense que le côté collaboratif, on va en tirer du positif, mais c'est vrai qu'au début, c'est dur de se lancer. Oui, et c'est dur aussi parce que vous avez des Polonais dans l'histoire. Oui. Et moi, j'étais dans une sorte de coopération, notamment le leader était la RTBF. Et en 10 ans, on a vu que les journalistes polonais et hongrois s'étaient totalement transformés. C'est-à-dire qu'ils parlaient énormément au début, ils partageaient, tous les thèmes étaient possibles. Et puis aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Il y a quand même une très, très forte restriction sur la liberté de parole dans ces pays. Et c'est vrai. Alors évidemment, l'environnement, c'est beaucoup plus consensuel, mais essayez un jour de mettre le sujet sur le charbon. Vous allez voir ce que vont dire les Polonais. Oui, ils sont en train d'essayer de travailler sur ce sujet avec les Roumains. Donc effectivement, oui, c'est des gros. Il y a des gros dossiers, oui, en Pologne, effectivement. Ouais.
Alors, peut-être un dernier petit mot avec Gilles, parce que Reporter d'Espoir a fait un petit guide dont j'aimerais que tu me parles, que tu nous parles avant de passer aux questions. Oui. Alors, est-ce que je peux me permettre de réagir au propos, parce que effectivement, pour abonder dans votre sens, il se passe beaucoup de choses très intéressantes au niveau européen sur les médias, parce que c'est pour la première fois, il y a des subventions importantes. Et il y a notamment des programmes, je pense à un programme qui s'appelle Stars for Media, qui est un programme de subvention européenne pour des jeunes professionnels qui ont jusqu'à 10 ans d'expérience, qui portent un projet et qui inclut des personnes, des journalistes d'autres pays. Il faut être à minima 2, voire 3 professionnels de pays différents. Et on reçoit des subventions pour travailler soit sur du journalisme de solution ou de l'innovation éditoriale, soit sur de l'innovation technologique, de la data. Et moi, j'ai fait partie du jury, et donc j'ai vu justement la richesse des projets qui émergeaient en coopération des Français et des Polonais, des Italiens et des Espagnols, des Allemands et des Grecs. C'est plus drôle encore. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Non, il se passe plein de choses. Ouais. Et Stars for Media, alors c'est la 2e édition, il va y avoir une 3e édition, un 3e appel à projet. Et en fait, c'est très pratique l'info que je délivre là, mais ça peut vous être utile. Il y a des bourses, ils vous remboursent 6 000 € en fait de frais de formation ou de déplacement en train, évidemment. 6 000 € par personne. Donc il y a des équipes de 6 personnes qui peuvent monter un vrai projet tout ensemble en étant rémunérés de leur temps ou de leurs frais. Donc ça, c'est assez nouveau en fait. Et au niveau, par rapport aux collaborations européennes, nous, la première coopération qu'on a faite, c'était avec des Belges. Alors, c'était avec Bell RTL, donc le concurrent privé. Mais on a travaillé ensuite avec la RTBF, avec Yasmine Boudaka, qui a fini par créer le Reporter d'Espoir belge, News 6. On a travaillé ensemble, en fait, pour qu'ils puissent prendre du modèle Reporter d'Espoir, enfin s'en inspirer. Et donc ils ont créé un prix News 6, comme on a un prix Reporter d'Espoir. Ils ont créé une semaine où ils rassemblent les médias, tous les médias belges, inspirés de notre semaine France des solutions. Donc il y a des vraies coopérations. Vous me direz, c'est simple de travailler avec les Belges, hein, vous le disiez. C'est très simple. Et sympa en plus. Et drôle. Ils sont très sympas les Belges. Ouais. Alors, je suis un peu jugé parti. Mais bon, parce que oui, le nom de famille est assez flamand. Voilà. Ouais. Il paraît, ça remonte à loin, mais et je voulais vous dire, le petit guide. Ah, le guide, ouais. Non, parce que vous avez dit plein de choses intéressantes. Oui, le guide en ligne que vous pouvez retrouver sur reporterespoir.org/climat, qui est en évolution constante. En fait, on a interviewé une vingtaine de nos confrères consoeurs, de Mediapart jusqu'au Figaro, pour aller chercher des bonnes pratiques un peu partout. Et des témoignages pour que ces gens qui pratiquent parfois depuis 15-20 ans la question environnementale et plus particulièrement climatique, que ce soit de Jade Lingard à Mediapart qui travaille depuis très longtemps, que ce soit Marc Cherki au Figaro, Anne-Laure Barral sur France Info. Enfin, il y a plein de journalistes qui pratiquent et qui ont des bonnes pratiques à partager. Donc nous, on a agrégé tout ça, on a synthétisé, et donc on a chapitré sur comment ces journalistes-là se sont forgés leur culture climat, à partir de quelle lecture, de quels scientifiques, quelles organisations, parce que certains nous disent, mais où aller trouver une info fiable, les ONG, il y a aussi des lobbyistes parmi les associatifs et les ONG. C'est pas parce qu'on a que l'intention est bonne qu'on est dans la vérité malgré tout. Donc il y a tout un tas de questions qui surgissent chez les journalistes qui ne traitent pas encore de ces questions-là, qui n'ont pas forcément de formation scientifique. Voilà, donc nous on est allé glaner les conseils auprès de gens qui sont réputés pour leur travail sérieux. Donc c'est vraiment les journalistes s'adressent aux journalistes. Il y a quelques scientifiques, on a interviewé des ingénieurs, énergéticiens, des responsables du GIEC, etc. Voilà, donc ça a vocation à être un guide assez simple. Qu'on trouve en ligne. Qu'on trouve en ligne gratuitement et qu'on veut enrichir avec tous ceux qui ont des témoignages à apporter. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est en évolution perpétuelle. Et donc il y a de la vidéo, texte et podcast. Et nous, en fait, ce qui nous intéressait aussi, c'était d'aller physiquement dans les rédactions et dans les écoles de journalisme pour partager ce travail et que ce soit le début d'une discussion en fait avec les professionnels.
Donc voilà, c'est pour combiner online et rencontres physiques en fait autour de ces questions climatiques. On a fait 7 rencontres dans cette région, donc on poursuit là tout au long de l'année. Voilà, donc soyez les bienvenus pour enrichir avec nous ce guide, pour que ce soit utile aux 99% de journalistes qui ne traitent pas encore de ces questions. Voilà. Oui, bah c'est un bon créneau pour les jeunes qui veulent devenir journalistes. Je vous propose de passer maintenant à vos questions, que j'espère fort nombreuses vis-à-vis de nos intervenants. Oui, madame. Alors, enlever, ou vous vous levez, ou il faut enlever le masque, parce que je ne sais pas si on entend bien. Allez-y. C'est comme tu veux. Non, ça va. Oui, bonjour, j'ai une question à Enter. Donc vous avez... Il y a un micro, apparemment. C'est quoi le micro? Celui-là, un micro baladeur. Oui, bonjour, je suis journaliste pour la presse japonaise et membre des JNE. J'ai une question sur Enter. Vous avez dit que c'est pour 5 pays, la France, l'Allemagne, Portugal, Pologne et en Roumanie, se sont réunis pour créer ce média. Mais j'ai vu tout à l'heure des informations sur Irlande. Oui. Donc, pour les pays qui ne sont pas dans ces 5 pays, comment vous travaillez? Alors, en fait, on est sur 4 plateformes sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook, YouTube et Twitter. Et chaque plateforme se décline dans les 5 langues des pays, plus l'anglais, parce que ça nous paraissait indispensable de toucher les anglophones, mais pas forcément les anglophones natives. Alors, dans le contexte Brexit, on n'avait pas beaucoup de choix en termes de partenaires. On n'a pas réussi à trouver un partenaire en Irlande, mais pour rendre un peu nos contenus légitimes en anglais, on fait appel à des pigistes en Irlande pour aussi aborder d'autres visions. Et on ne s'interdit pas d'aller faire des reportages dans tous les pays d'Europe. Sauf que pour l'instant, voilà, le consortium s'arrête à 10 pays, 10 médias et 5 pays, mais on espère que ça va se développer dans les prochaines années. Donc voilà, l'Irlande est un contributeur régulier de nos contenus. Ça a démarré quand? En mai dernier. D'accord. Vous trouvez un public qui est jusqu'ici? On trouve un public, pour l'instant on a peu de retours sur les profils. On arrive à toucher, ça dépend des thématiques en fait, parce qu'on varie beaucoup dans les thématiques, on ne parle pas que climat, même si on sent qu'il y a quand même une dimension, enfin une conscience climatique dans beaucoup de sujets qu'on traite, mais on peut traiter des jeux vidéo comme on peut traiter aussi des troubles du comportement alimentaire. Donc on essaye d'avoir la communauté la plus large possible. On ne s'adresse pas au profil Erasmus ou aux jeunes des capitales. On veut vraiment toucher les jeunes aussi des campagnes. On a une ambition très large, c'est de ratisser large et de créer vraiment ce lien sur cette jeunesse qui est moteur. Voilà. Et après, voilà, on essaye de couvrir, de s'adresser autant aux hommes qu'aux femmes. Dans nos sujets, on essaye d'avoir des interlocuteurs autant hommes que femmes. On a aussi ce souci d'équité au sein de la rédaction. Donc voilà. Mais pour l'instant, après 5 mois d'existence, on a un peu de mal à se dire... on touche, je pense qu'on touche autant d'hommes que de femmes. Après, si vous parlez en termes d'audience, on arrive à plus de 10 000 abonnés sur tous les comptes Instagram, par exemple, qui est un peu notre plateforme phare. Voilà. Une autre question? Oui. Bonjour, j'avais aussi une question pour Enter. Enfin, 2 questions. Est-ce que vous pensez vous développer sur TikTok, par exemple? Et est-ce que vous avez déjà envisagé d'autres
d'autres pays, d'autres partenariats? J'imagine que bon, ça fait que 5 mois, mais voilà, quelles seront vos prochaines, vos perspectives, voilà. En effet, on a très très envie de se développer sur TikTok. Toutes les équipes dans tous les pays sont moteurs et sont désireux de le faire. Donc ça, c'est une volonté qui va être émise pour ce qu'on appelle Hunter 2, donc le projet de la 2e année auquel on vient de soumettre notre projet. Donc on va beaucoup miser là-dessus. C'est un peu notre challenge pour l'année d'après. On aimerait, nous, se développer dans d'autres pays, mais étant donné qu'on sait que notre budget va être réduit par rapport à cette année, on souhaite pour l'instant consolider le projet et envisager d'autres collaborations pour Hunter 3 ou Hunter 4. Mais oui, vraiment, on voudrait être plus présent en Europe de l'Est. Il y a beaucoup de pays dans le nord de l'Europe qu'on aimerait faire collaborer à Hunter. Une autre question ? Juste une question pour... Non, je pense que ça va aller pour préciser. Il n'y a pas l'Italie, il n'y a pas l'Espagne, et vous venez de reparler de l'Europe du Nord, voire de l'Est, donc c'est un choix d'aller plutôt dans cette direction, ou c'est le hasard des gens qui ont répondu à l'appel d'offres? Non, l'Espagne et l'Italie font évidemment partie de notre prochaine cible aussi, mais pas que. Pas que, au contraire, on aimerait aller chercher l'Europe de l'Est. On veut aller chercher les Européens qui peuvent se sentir un peu éloignés justement de l'Europe de l'Occident occidentale, quoi. Mais je trouvais que l'Espagne et l'Italie, c'était un peu facile comme réponse. Mais oui, ça fait, en fait, c'est un peu évident qu'on voudrait les inclure dans le projet. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une volonté, une philosophie d'aller davantage vers justement cette jeunesse qu'on voit peut-être moins s'exprimer dans les médias, où on va plus facilement interviewer un Français, un Anglais, un Allemand, un Espagnol et un Italien, comme sont les correspondants des médias mainstream, et on voit moins quelqu'un qui est c'est pour ça que c'est notre objectif, oui, de toucher là où les autres ne sont pas forcément. J'avais juste une petite question pour pas sans espoir, ni avec frontières. Comme vous avez dit, on est intervenu X fois là cette année. Ce sont dans des écoles de journalisme ou vous intervenez les deux, en fait, dans les rédactions et dans les écoles. Donc, on a démarré à Tours, il se trouve notre Tour de France, à l'EPJT et à la Nouvelle République du Centre-Ouest. Et à chaque fois, on voyait une cinquantaine d'étudiants à l'EPJT, une quarantaine de journalistes à NRCO. Et on a fait la même chose à Nice Matin et à l'EDJ Nice, à Marseille, à l'EJCAM et à la Marseillaise, etc. Donc, c'est un tour. Oui, mais on va sûrement y retourner. Il y a beaucoup d'acteurs. La Provence nous résistait un peu, on allait voir la Marseillaise. Ouais, on va retourner les voir. Oui. Et par rapport à Hunter, j'ai remarqué, il y a un stand France TV, c'est la famille, et ils présentent une initiative qui s'appelle Now You, maintenant à toi d'agir. Ça ressemble un peu, non ? Il y a des similitudes. Alors, Now, c'est aussi un consortium de 10 médias qui sont, donc c'est français, Allemagne et d'autres pays, je crois qu'il y a la Roumanie, mais je n'ai pas la liste en tête. Eux, sont sur la spécificité de climat, uniquement. Ils viennent de se lancer en septembre. On a prévu des collaborations, mais qui ne sont pas encore concrétisées parce qu'on les laisse se lancer dans un premier temps. Voilà. Ça fourmille de projets et de nouvelles marques. C'est ça. J'ai remarqué, on n'assume plus la marque France 24 ou France TV. Ça paraît ringard auprès d'une certaine cible ou... Non, nous, c'est plutôt je pense que nous, à la même philosophie, c'est qu'on essaye un peu de se constituer comme un lab. On essaye de travailler en s'affranchissant de tout ce qui se passe à l'antenne, au linéaire. On est une petite équipe et je pense que ne pas passer vers les rouages traditionnels de la rédaction, on peut essayer beaucoup plus de choses, beaucoup plus vite.
je sais que pour avoir travaillé longtemps à France 24, c'est difficile de mettre les projets en place. Là, on peut les mettre beaucoup plus facilement en place en étant 5 minutes, un peu plus autonome et en leur disant, voilà, on a ça, on peut le faire en un mois et voilà ce que ça donne. Alors que passer par les rouages des gros médias, les circuits sont toujours plus longs. Hunter, ça veut dire quoi? Hunter. Il y a pas de, c'est pas un acronyme. D'accord. Ouais. C'est alors ça remonte à avant que je n'arrive dans l'aventure. C'est un choix qui a été pensé par les grands patrons de France Média Monde et de Deutsche Welle. D'accord. Voilà. Au début, il y avait un petit E de Hunter, mais ils l'ont enlevé. Et le nom est vite resté, a été très vite adopté par toutes les équipes projets à l'échelle européenne. Donc voilà, on a bien aimé. Une autre question? Peut-être sur la Suède, parce qu'on n'a peut-être pas assez développé, puisque c'est un pays qui aujourd'hui est très en pointe sur tout ce qui est environnemental. Là, on a parlé d'un petit média, d'un grand média, et est-ce que d'autres médias veulent faire la même chose ou pas? La même chose que les deux autres. Est-ce que pour la pub ou pour, par exemple, oui. La pub, je pense pas, mais par contre, il y a, comme je disais, beaucoup d'initiatives en ce moment dans le journalisme climatique. Il y a la télé et la radio ont des correspondants climatiques, par exemple. Des correspondants climatiques. Oui, qui font que ça. Oui. Il y aura, dans un mois, il y aura une grande audience à la télé, audience climatique, où les politiciens seront questionnés avec des scientifiques dans le studio qui vont évaluer leurs réponses. Et ça, c'est quelque chose de nouveau parce que la politique, enfin, les politiciens n'ont pas été bien questionnés. Enfin, le journalisme politique a été faible dans le domaine du climat jusqu'ici. Oui, donc ça, c'est intéressant. Par exemple, mais moi je dirais que tous les grands médias ont beaucoup augmenté leur couverture du climat. Et on le trouve, ce sujet, on le trouve maintenant dans toutes les sections des journaux aussi, pas seulement sous la rubrique environnement, planète, etc. Donc oui, mais ce n'est que il y a 2 ans peut-être, cette année surtout, que ça change. L'année dernière, il y avait la pandémie, donc ça a baissé un peu, mais maintenant ça revient et ça revient de force, je dirais. Moi, j'avais une question sur avec le micro. Pardon. Pour le média que vous construisez avec les enfants, ça s'adresse à quel âge et comment ça se passe? Est-ce que c'est là des jeunes enfants? En fait, je pense que c'est l'âge peut-être 7 à 12, cet âge-là, cette tranche d'âge-là, à peu près. Je ne sais pas en fait quelle audience ils ont réussi à avoir, parce que c'est assez nouveau, mais... les enfants participent à la réalisation? Oui, ils ont quelques reporters enfants et ils ont aussi une panel, ça s'est dit. Pardon, excusez-moi, des reporters enfants? Oui, ils sont des reporters enfants, mais aussi des enfants, un groupe un peu plus large qui donne des avis, enfin qui participent d'une autre manière. Donc, ils font des films et ils mettent aussi un peu de ce contenu dans le journal pour ramener aux lecteurs adultes aussi la perspective des enfants. Donc, ça marche dans les 2 sens. Une autre question? Oui, Mathieu. Bonjour. J'ai écouté hier soir, donc, mais par contre,
ça m'arrive pas dans la tête des choses pareilles. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que les entreprises fossiles, par exemple, ou comme récemment les industries forestières en Suède. Donc, le grand journal Dagens Nyheter, il a fait une série d'articles sur la politique forestière et l'industrie forestière. Et ils n'ont pas accepté ça, on peut dire. Ils ont acheté un rapport à... Je ne sais pas si j'ai dit ça hier, mais bon, je me répète. Ils ont acheté un rapport à 8 000 € pour contre-attaquer leur couverture, quoi, pour soi-disant trouver des lacunes qu'il n'y en avait pas, à mon avis. Mais... Donc, ce genre d'attaque, mais c'est des attaques... ouais, mais c'est moins grave que ce qu'on a entendu hier soir. Gwenaëlle, peut-être en Belgique, est-ce qu'il y avait eu des... C'est une question compliquée pour moi aussi. Ouais. J'ai pas non plus d'exemple à vous donner là. Il n'y a pas de chasseurs, de pêcheurs, d'agriculteurs, d'entreprises Céveso. Si, la situation, elle est peut-être plus compliquée aujourd'hui par rapport à l'agriculture, mais j'imagine que c'est un peu la même chose qu'on voit en France. La couverture des sujets environnementaux et climatiques par rapport aux agriculteurs, ouais, c'est compliqué. Il y a vraiment... Enfin, voilà, on sent que les journalistes qui vont sur le terrain ne sont pas bien accueillis. Et inversement, nous on véhicule peut-être pas non plus la bonne information par rapport à ces personnes-là. Mais donc voilà, ça c'est un aspect compliqué. Je suis désolée, je perds ma voix de plus en plus. Madame ? Ah, non, je n'ai pas été claire. En fait, ils ont acheté un institut qui se dit Watchdog des médias. Donc, ils leur ont payé 8 000 € pour qu'ils écrivent un rapport sur la couverture la série d'articles de DN. Oui, vous comprenez? C'est pas une ONG. Non. C'est l'industrie forestière qui ont acheté, ils ont commandé, payé commandé un rapport critique. Donc. Ça veut dire que le journaliste qui a écrit cette série a pensé un peu ce qu'il y a derrière ce financement. Alors, je vais peut-être réexpliquer ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a eu un article qui était assez critique, une série d'articles qui est très critique sur l'industrie forestière. Comme ça se fait beaucoup en France aussi, l'industrie forestière a commandé un rapport à des experts pour essayer de répondre aux critiques. Et ce rapport aurait coûté 8 000 €, ce qui me paraît pas cher, parce que chez nous, c'est beaucoup plus cher, un rapport, surtout quand l'industrie a très envie qu'on pointe du doigt ce qui ne va pas. Et d'après Anna, ils n'ont pas trouvé de lacunes à la série d'articles. Donc, sur le même média, ils ont publié... Non, c'est l'Institut Watchdog, ceux qui l'ont écrit, ils ont publié sur le net. Ils n'ont pas demandé un droit de réponse, l'industrie Non, parce qu'il n'y avait pas de... non, je ne pense pas. Je n'ai pas vu ça. J'ai une question supplémentaire sur votre support. C'est le nom du support, c'est Journalisten, c'est ça? Mon journal, oui, journalisten.se. Comment? C'est sur papier c'est les deux. C'est un magazine papier et un site web info. Abonnement, les abonnés reçoivent sur papier et sur net aussi. Ou alors, est-ce qu'on peut acheter ce journal au kiosque? Vous parlez de mon journal ou du petit journal dont je parlais? Parce que moi, je ne travaille pas pour ce journal-là. Mais ça, c'est un journal qui se vend en kiosque et sur le net, qui est sur le net et derrière. Alors, j'avais précisé que Anna était journaliste, observatrice des médias
pour un journal de la Fédération syndicale des journalistes et nous parler d'un autre journal très en pointe. Voilà. Et c'est de celui-là dont vous parlez, le journal très en pointe. Et celui-là, il s'appelle Dagens ETC. Mais, je pense que le site web, ça peut être etc.se. Sauf que à moins que vous parliez suédois, c'est assez inaccessible. C'est un journal de papier, voilà, et en ligne. C'est celui-là. Est-ce que vous auriez d'autres questions à poser? Peut-être des initiatives que vous avez constatées et dont vous voudriez que nos intervenants prennent connaissance? Pourquoi pas? Bah écoutez, je vous propose de continuer éventuellement en tête-à-tête avec chacun des intervenants les questions que vous avez et que vous pouvez évidemment, je suppose, vous êtes disponible d'y répondre. À moins que Gilles, tu veuilles ajouter quelque chose? Vous pouvez candidater au prix européen du jeune reporter d'espoir, dont nous allons lancer la seconde édition dans quelques semaines. Mm-hmm. Voilà, notre contribution au débat européen. Oui, quel est l'angle d'attaque? Parce qu'à ce moment-là, je pourrais dire vous pouvez aussi postuler au prix Louise Weins du journalisme européen. Mais l'angle, c'est de dire il y a des problèmes communs à nos pays européens et il y a des réponses qui peuvent être communes ou différenciées, etc. L'idée, c'est de faire un reportage écrit de 10 à 15 000 signes sur des problèmes et des initiatives qui, quelque part en Europe, dans un ou plusieurs pays d'Europe, répondent. Et donc, voilà, que les pays se fassent écho les uns les autres, les pays d'Europe. On a fait une première édition, on a eu, en lien avec le climat, quelque part, on a eu des Italiens qui ont fait un reportage sur comment les vignerons, c'est un sujet assez classique maintenant, mais comment les vignerons font face au changement climatique. Au réchauffement. Au la réchauffement sécheresse climatique. Sur les cépages. Oui, il est sur notre site. Ouais. Non, la question c'est est-ce que l'article doit avoir déjà été publié? Ah non, ou c'est un article original. Ah oui, c'est ça qui est, très différent. Pour le coup. Ouais. Ouais. Pour le moment. Mais en vous écoutant, je me dis il y a peut-être des choses. Ah bah oui, c'est sûr. Voilà, vous avez faire ensemble. Reporter d'espoir va être débordé parce que. On est là pour ça. Ouais. D'accord. On a eu 150 candidats pour la première édition. De combien de pays? C'était que francophones. Hein. Ah, oui. Mais le temps de diffuser l'appel à la candidature dans 25 pays, enfin, on l'a pas fait dans 25 pays en réalité, mais on était quand même étonnés d'avoir. Et le papier après est publié. Il y a un site avec tous les papiers. Oui, on l'a publié dans des médias européens, Vox Europe par exemple. Peut-être en année 2 sera avec Courrier International. Enfin, on est en train de négocier. Oui, moins de 30 ans. Voilà. Merci pour la pub. Et c'est pas gênant Enfin, finalement, les jeunes écrivent ces papiers sans être rémunérés, quoi. Ah bah il y a ça me gêne toujours, moi. Il y a 4 prix de 3 000 € chacun. Oui, 4 sur 150 personnes qui ont bossé. Ça, c'est le système des prix qu'il faudrait revoir. Il faudrait rémunérer tout le monde. Non. Tous les candidats devraient être financés. Non, parce que là, il faut que. Enfin, c'est une version originale. Par exemple, le prix Louise Weins, le journaliste a déjà été rémunéré pour sa production. Mais ils peuvent le vendre après, peut-être. Peuvent le vendre après. Non, mais effectivement, ça peut être du travail qui derrière. Enfin, ça peut mettre le pied à l'étrier, mais. La qualité est très disparate. J'imagine. Effectivement, tout travail mérite salaire. On est d'accord. Je pense qu'ici, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup à vous. Et puis, j'espère que ça fera fleurir d'autres initiatives dans d'autres médias, à la fois en France et puis ailleurs en Europe. Merci. Merci. Merci.